Avec Egon Schiele et dans une moindre mesure Oskar Kokoschka, Gustav Klimt est le principal représentant de ce qu'on a appelé la sécession viennoise. Il s'agissait, pour ce groupe d'artistes, de briser les liens corporatistes les associant à l'Académie des Beaux-Arts et au conservatisme de ses dirigeants. Si je devais exprimer la chose en quelques lignes, je dirais que les sécessionnistes viennois ont peint ce qu'on ne devait pas peindre. Les frôlements, les enlacements, les baisers, les douceurs, les violences, les rêves érotiques. Ils ont refusé de désamorcer la charge sexuelle de leur peinture, montrant parfois les corps nus dans une crudité radicale. En ce sens, tout comme les symbolistes, ils sont d'abord des héritiers de Sigmund Freud et des témoins essentiels de l'essor de la psychanalyse. Les pulsions, disait le grand psychanalyste, viennois lui aussi, sont des êtres mythiques, grandioses dans leur indétermination. Et c'est bien sur ces pulsions que s'appuie Gustav Klimt pour s'abandonner chaque jour davantage à la plénitude d'un présent riche de ressources et de vie, selon les propres mots du peintre. Indétermination, oui, mais indétermination provocante de la part de celui qui prétend vouloir tout oser. Image plurielle, à multiples tiroirs secrets, peinture moite, tiède, comme enveloppée d'une touffeur suspecte. Douceur équivoque et donc infiniment attirante, grâce insolite d'un Eros affublé de masques rêveurs, immobile, consentant, au bout du compte, impénétrable. Mais Thanatos est là aussi qui le suit comme son ombre, couple irréductible, prospérant sur la dualité des instincts de vie et de mort. Dans cette Vienne décadente à laquelle Freud voue une haine personnelle, Gustav Klimt peint sans relâche et prend à sa guise. Il est lié à des dizaines de femmes, à des sœurs devenues ennemies par amour pour lui. Il n'existe pas d'autoportrait de moi, déclare-t-il, pour la bonne raison que je ne m'intéresse pas à ma propre personne comme objet de représentation, mais aux autres êtres, surtout féminins. Sauf que justement, chacune de ces œuvres est un autoportrait. Elles sont traces, empreintes, parcourographes, mais toujours éclatantes d'une double intériorité, à la fois clarté et obscurité. Pour bien voir Klimt, vous l'aurez compris, il faut voir double. Ainsi, la technique est assez classique, mais les thèmes et leurs traitements sont novateurs. Dans une allégorie détruite par les nazis, il avait ainsi mélangé des squelettes à des corps délicats de jeunes filles. Freud encore, mais aussi Nietzsche et sa parabole de l'éternel retour, suivant laquelle la mort est le pivot de la vie. Dans une autre allégorie, également détruite, la sexualité était une force libératrice opposée à la science, enchaînée à son déterminisme. Quelles que soient les époques, les outils et les matériaux utilisés, c'est toujours un amour inquiet et passionné de la vie qui conduit Gustav Klimt, une quête de la vérité cachée dans les abysses. Associé à un style puissamment original, on comprend que sa peinture l'est consacrée porte-parole de la jeune génération et qu'il ait joué un rôle essentiel dans l'élaboration d'un art viennois nouveau. Pourtant, nombre de critiques et d'analystes continuent d'aller un peu vite en besogne en affirmant que Gustav Klimt serait l'avatar décoratif d'un Egon Schiele jugé plus profond. C'est une grosse erreur, à mon sens, d'autant plus grave qu'elle résulte d'un jugement superficiel. Regardez bien la peinture de Klimt. Sa beauté aux éclats ambigus masque sa profondeur. La mort et le sexe s'y côtoient goulûment. C'est une évidence aujourd'hui, par ses audaces graphiques et sa dénonciation de la décadence impériale, plus encore peut-être que celle de Schiele, sa peinture annonce l'art moderne et nos sociétés du futur.